Piotr Tolstoï, bonjour et merci d'avoir accepté cet entretien. Je rappelle que vous êtes vice-président de la Douma, du Parlement russe. Vous êtes également ici le chef de la délégation des parlementaires russes à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. En 2014, à la suite de l'annexion de la Crimée par la Russie, l'Assemblée parlementaire avait retiré le droit de vote aux députés russes, suite à quoi la délégation russe avait quitté, tout simplement, boycotté l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Aujourd'hui, vous y revenez. J'allais dire, qu'est-ce qui fait que vous y revenez aujourd'hui ? À mon avis, on revient pour maintenir ou recommencer, si vous voulez, le dialogue avec nos collègues européens. Et on revient parce que les changements du règlement de l'Assemblée nous retournent la possibilité de voter, de représenter notre pays, de prendre la parole, donc d'être là en plan compétence, en plan délégation. Mais maintenant, il y a beaucoup de choses qui dépendent de la procédure. Et donc, si les pouvoirs de la délégation russe seront contestés ou ne seront pas approuvés à 100%, évidemment, la Russie n'est pas un pays qui peut se permettre de travailler dans un organe international sans les mêmes droits que, par exemple, la France, l'Allemagne, je ne sais pas, n'importe quel pays européen. Vous êtes assuré que vous les avez aujourd'hui, ce mardi, on parle ici au Conseil de l'Europe, ces droits ? Suite le vote qui a eu lieu lundi, la nuit, il y a le changement du règlement. Nous sommes là pour montrer que la Russie est ouverte en dialogue. Nous sommes prêts à discuter sur tous les problèmes avec tous nos collègues qui sont représentés au Conseil de l'Europe. Mais si jamais nos collègues prennent une décision de limiter les pouvoirs de la délégation russe, à ce moment-là, on quitte l'Assemblée. Au-delà de ça, j'allais dire, il s'est passé des choses pendant 5 ans. Comment vous expliquez, vous interprétez aujourd'hui cette crise ? On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure avec le Conseil de l'Europe. Mais cette crise, elle existe également aussi avec les institutions européennes. On en dira un mot tout à l'heure. Comment vous interprétez cette crise, tout de même, entre l'Europe et la Russie, qui est en train de se terminer, là, peut-être ? C'est un long discours, parce que la crise, c'est la suite des incompréhensions qui ont eu lieu entre la Russie et l'Europe durant des décennies. C'est la suite d'idées que l'Europe, avec les Américains, soi-disant pays démocratiques, ont gagné dans la guerre froide. C'est la suite d'idées que l'Europe a le droit de donner les leçons à la Russie, ce qui n'est pas le cas. Et c'est la suite de politiques double standard, hypocrites et méprisant tous les principes du Conseil de l'Europe notamment, qui a été menée par les pays européens par rapport à l'Ukraine et la Russie, et qui a provoqué la crise, la guerre civile en Ukraine, dont l'Europe est aussi responsable. En parlons-en tout de suite de l'Ukraine. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour sortir de cette situation tendue ? On l'a encore entendu ici, cette nuit, au cours des débats qui ont eu lieu à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Il y a une très forte tension, bien entendu. Qu'est-ce qui peut la diminuer ? Qu'est-ce qui peut faire que le dialogue reprenne ? Quand, dans le pays, il y a la guerre civile, quand vous avez les régions du pays qui veulent se séparer de la capitale pour les raisons fondamentaux, donc pour les raisons de la langue, pour la raison qui veulent par exemple élire eux-mêmes leur pouvoir local, etc. Ça, c'est les droits tout à fait européens. Donc quand vous avez une crise telle qu'il y a en Ukraine, il faut les négociations directes entre les deux parties. Et comme le pouvoir ukrainien refuse la négociation directe avec les républiques indépendantistes, évidemment, la crise ne sera pas résolue autrement. Avec tous les efforts des accords de Minsk, avec les garanties de la France, de l'Allemagne et de la Russie, parce que la Russie n'est pas une partie de l'accord de Minsk. La Russie est aussi, comme la France et l'Allemagne, garantit l'accomplissement de l'accord de Minsk. Alors, pour tout ça, il faut la volonté, le temps, peut-être les mesures de la part des institutions européennes,
Mais surtout, il faut retourner, il faut regagner la confiance. Et pour regagner la confiance, il faut le dialogue. Et c'est pour ça que nous sommes là. C'est ça. C'est la question que j'allais vous poser. Il peut se passer quelque chose ici, entre vous et l'Ukraine? Entre nous et l'Ukraine, Et les Ukrainiens, non. tout simplement. Entre nous et l'Ukraine, non, parce qu'aujourd'hui, nos collègues ukrainiens se comportent comme si ils sont, je ne sais pas, une femme trompée. Donc, ils crient, ils insultent la délégation russe et ils menacent physiquement à des députés russes. Aujourd'hui, la tension est telle que les négociations directes ne peuvent pas avoir lieu. Et en plus, la Russie n'est pas, comme j'ai expliqué, n'est pas une partie du conflit. Donc les Ukrainiens, il faut qu'ils parlent avec les Russes qui habitent en Ukraine et qui, l'Occident, avec les clichés hypocrites qui existent, appelle russophones. Donc moi, j'aimerais bien voir s'il y avait 20 millions des Français qui habitaient quelque part ailleurs et dont les droits fondamentaux étaient supprimés comme ça a eu lieu avec les Russes en Ukraine. Quelle sera la réaction de la France? Je vous assure que nous, on a aussi des questions à poser à l'Assemblée, notamment sur tout ce qui s'est passé à l'Odessa, avec plus de 100 personnes brûlées vivants. On a des questions à poser sur la position de l'Ukraine par rapport à l'Église orthodoxe russe. On a plein de dossiers, mais pour que ça soit examiné, pour que ça soit discuté, on a besoin d'avoir ici cette possibilité. Nous sommes là pour ça et pour améliorer le climat de confiance en Europe en général. C'est ça. Mais si on croit qu'on est là avec quelles conditions? Non. Non, parce que si on prend, vous permettez, je prends votre Je vous en feuille. prie, je n'en ai pas besoin. Parce que c'est très, très simple. Hein. Donc, je déchire en petits morceaux comme ça. Ça, c'est l'Europe occidentale. Et ça, c'est la Russie. C'est plus ou moins clair. Donc, quand on dit l'Europe, 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 et la Russie, 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 donc il faut bien comprendre que la Russie, c'est le plus grand pays européen. Et sans la Russie, on ne peut pas résoudre aucune question en Europe. Et s'il y a les optimistes qui peuvent le faire, ça amène malheureusement à la guerre civile en Ukraine et à la décomposition d'un pays souverain, qui est le cas avec l'Ukraine. Votre retour, je reviens à cette question, votre retour ici au Conseil de l'Europe, vous pensez que c'est un pas, ça peut être le début d'un nouveau départ? Vous avez des détracteurs dans toute l'Europe, on le disait tout à l'heure. Récemment, les sanctions contre la Russie ont été repoussées, reconduites par la Commission européenne. Le Parlement européen, en mars, a voté une résolution qui était très clairement défavorable à la Russie. Vous pensez qu'à partir de ce point, à partir de ce qui se passe là aujourd'hui, on peut commencer à renouer des liens de confiance, comme vous le dites, entre la Russie et l'Europe en règle générale? Écoutez, pour nous, les sanctions européennes, nous, on a perdu à peu près 50 milliards d'euros. L'Europe a perdu 250 milliards d'euros. Les États-Unis, 17 milliards de dollars. Donc, vu les chiffres, pour nous, les sanctions européennes, c'est moins important que pour les Européens. C'est les Européens qui perdent leur travail, c'est les Européens qui perdent leur secteur d'exportation en Russie. Et sur leur place en Russie arrivent les autres, les Asiatiques, et les Européens ne vont jamais revenir sur ce marché. Ça, c'est une chose. À propos de sanctions économiques, nous, on ne cherche pas de dire, voilà, on est là pour enlever les sanctions. On est là pour parler avec les Européens. Et si les Européens veulent parler, on veut avoir cette possibilité, mais ça doit être en dialogue à l'égalité et pas que les Européens nous donnent des leçons. Et ça doit être en dialogue avec respect et pas la possibilité des députés ukrainiens d'insulter les députés russes. L'Assemblée n'est pas pour ça. Puisqu'on parle d'économie, puisqu'on parle d'argent, en 2017, la Russie a cessé de payer sa contribution financière au Conseil de l'Europe. Vous allez repayer cette contribution financière et repayer les années qui n'ont pas été payées? Comment vont se passer les choses? D'abord,
personne ne paye le billet au cinéma quand on ne va pas regarder le film. Hein? Et donc, on ne paye pas le dîner à un restaurant quand on n'y va pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a déjà dit que si les pouvoirs de la délégation russe seront pleinement restaurés, évidemment, on va payer notre contribution parce que si on travaille dans cette organisation, évidemment qu'on paie la contribution. Mais si on ne travaille pas pour les raisons inventées avec plein des mensonges, plein des mythes, plein de clichés sur la Russie très sales, alors à ce moment-là, on ne va pas payer. On ne va pas payer pour être traité comme un pays agresseur ou annexeur de Crimée, etc. Je reparle de votre relation, de la relation de la Russie avec l'Union européenne. Où est-ce qu'on en est à l'heure actuelle? On l'a dit tout à l'heure, il y a des mauvais signes, hein, le maintien des sanctions, le vote du Parlement européen, ce sont des événements récents et qui n'augurent pas grand-chose de bon. En même temps, ce sont les mêmes chefs d'État qui finalement, ici, ont aidé à ce que, ont poussé en tous les cas pour que la Russie revienne au Conseil de l'Europe, et ce sont les mêmes qui sont dans les institutions européennes. Comment vous expliquez cette espèce de contradiction qu'il y a entre, d'un côté, des chefs d'État, je parle de la France, vous parlez de l'Allemagne tout à l'heure également, qui poussent dans un sens ici au Conseil de l'Europe et qui, au niveau de l'Union européenne, n'ont pas l'air d'aller dans le même sens? À mon avis, si les chefs d'État européens avaient la volonté et la possibilité d'agir d'une façon indépendante, et s'ils ne dépendaient pas... Ils sont dans les mains de qui, alors? Ils dépendent des États-Unis aujourd'hui. Ils dépendent des États-Unis parce que vous avez des économies très liées avec les Américains. Et il y a des liens financiers, économiques, il y a toujours cette solidarité atlantique et tout. Donc, si vous avez eu la souveraineté de prendre les décisions sur la scène internationale, évidemment, l'Europe ne va pas se tirer dans la jambe, comme aujourd'hui avec les sanctions anti-russes. Évidemment, l'Europe était autrement constituée. Et évidemment que les Américains et les Chinois, ils savent bien que si jamais l'Europe avec la Russie serait ensemble, ça serait une puissance beaucoup plus importante et qui pourrait faire plein de choses. Nous, ça c'est le choix des Européens. Moi, je ne peux pas commenter le choix des députés du Parlement européen. S'ils ont décidé comme ça serait comme ça. Mais savez qu'on ne peut pas faire une bonne mine quand il y a la guerre économique contre votre pays. On ne peut pas être très amis. En même temps, donc c'est la façon de voir les choses un peu bizarre. Parce qu'on dit, voilà, on est pour que vous travailliez avec nous, mais en même temps, on va vous faire du mal dans le domaine économique. Non, ça ne va pas. On sent chez vous ce sentiment, effectivement, que l'Europe est injuste, finalement, avec la Russie. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. L'Europe est injuste, mais l'Europe était impuissante d'agir autrement. C'est ça ce que je veux dire. C'est que, malheureusement, si Macron, Merkel ou les autres politiciens européens avaient le même poids qu'à l'époque avait, je ne sais pas, De Gaulle ou Helmut Kohl, la situation n'était pas comme ça. Si les Européens tenaient ces promesses, la situation n'était pas comme ça. Si les Européens écoutaient la Russie au moment quand ils ont déclaré l'association avec l'Ukraine, la situation n'était pas comme ça. Si les Européens n'ont pas soutenu le coup d'État à Kiev, le Maïdan en 2014, la situation n'était pas comme ça. Et donc, malheureusement, mon pays, il agit de façon réactive, tandis qu'on pourrait faire autre chose. Et si on agissait autrement, on ne discutait pas ici l'intégrité de l'Ukraine, par exemple. Piotr Tolstoï, vous parlez parfaitement français. Vous sentez, vous avez vécu ici, en France, vous vous sentez totalement européen? J'ai vécu dans les plusieurs pays en Europe. Mais aussi en France. Mais je me sens totalement russe. Ouais. Et je suis là, et je parle français pour mon pays. Et parce que je suis sûr et certain que sans la Russie, l'Europe n'ira pas loin. Et sans la Russie, on ne pourrait pas résoudre aucun problème. Donc nous sommes là pour ça. Je voudrais poser une dernière question, plus personnellement, enfin, qui intéresse ceux qui nous regardent. Vous êtes
le descendant de Léon Tolstoï. Vous êtes 5e génération, je crois. 4e. 4e génération. C'est toujours compliqué. Vous connaissez Léon Tolstoï? Ah oui, c'est celui-là, guerre épée, avec la barbe. Et après, bon, suivez. Mon grand-père était son petit-fils. C'est ça. Donc, voilà, on a toujours à voir avec ce dont on porte un peu le nom, celui dont on porte un peu le nom. Léon Tolstoï a écrit une histoire extrêmement importante, une partie importante de l'histoire de l'Europe. Est-ce que vous avez, modestement, j'allais dire, l'impression qu'aujourd'hui, on peut réécrire un nouveau début de l'histoire de l'Europe ici, à partir de cet endroit auquel vous participez? En gros, quel est votre pronostic pour l'avenir de l'Europe? Guerre ou paix, finalement? Moi, j'aimerais bien que le paix. Mais l'époque a changé et donc nos efforts ici, je les apprécie de façon beaucoup plus modeste. Moi, je crois que quand même, on est assez limité dans les changements du monde, mais c'est ce qu'on peut, il faut le faire. Piotr Tolstoï, je vous remercie infiniment. Merci beaucoup de cet entretien. Merci beaucoup.